Bonjour Victoria, comment ça va? Salut, salut Thierry, super bien. Bonjour à tous. Eh oui, on est en bonne forme, en bonne santé, donc on est en live. C'est parti pour le 79e numéro. Ça va à une de Waouh, ses vitesses. C'est incroyable. incroyable. De quoi on va parler aujourd'hui? On Bah, garde la aujourd'hui c'est surprise. mercredi, donc Ouais. mercredi c'est web. Voilà. Allez, top générique. Qui a de temps en temps une agence web qui s'invite. En l'occurrence, celle-ci, elle s'étend, elle s'agrandit, elle devient nationale. Mais de qui s'agit-il? Alors, fondé à Fribourg, puis déployé à Zurich, à Berne, Lausanne, Saint-Gall, voici que LIP, évidemment il s'agit de LIP, rejoint aujourd'hui les rives du Rhin à Bâle. Pour cette agence digitale qui s'est toujours démarquée par son approche méthodologique non conventionnelle, on y reviendra, cette nouvelle installation lui assure plus que jamais l'accès des plus grandes entreprises du pays. Un fait unique qu'aucune agence de publicité ou web n'a encore réussi dans ce pays jusqu'à présent. Pour nous en parler, nous recevons Jonas von Lanten, partenaire et Holacracy Coach. Salut Jonas. Salut Jonas, Bonjour tout le monde, bonjour Victoria, bonjour Thierry. bienvenue à bord. Voilà, bah, ça nous fait Merci. plaisir de t'avoir. Alors écoute, on démarre par notre petite virgule. Mais oui, tout à fait. Ah ouais, ah, la virgule. Et oui, on va faire connaissance avec Jonas, on va lui poser des questions pour que vous puissiez mieux appréhender l'agence qu'il représente, effectivement, LIP avec deux I. Exact. Alors Jonas, explique-nous un peu ton parcours. Juste, on reviendra après sur l'holacratie et tout, mais disons, voilà, pour qu'on comprenne comment, parce que tu as ouvert l'agence de Lausanne. Enfin, je te donne la parole. Explique-nous. Mhm. Ouais, alors en fait, moi j'ai toujours été un peu dans le domaine du web depuis longtemps. J'ai fait mes études en informatique à Fribourg à la base. Puis après je suis allé un peu en Amérique du Nord. Et quand je suis revenu, j'ai d'abord travaillé dans une autre entreprise. Et puis après je voulais revenir dans le domaine du web. Et puis c'est là que j'ai rencontré Lip qui venait en fait de fusionner. Comme tu l'as dit au début, ça a démarré. C'est deux petites entreprises qui ont démarré, une à Fribourg, une à Zurich. Et elles venaient de fusionner, elles étaient composées uniquement de Suisses allemands à l'époque, alors même s'il y avait plusieurs bilingues déjà. Du coup, j'étais en fait le premier roman. Donc, je suis Wow. arrivé quand Lip avait entre 20 et 30 employés, je me souviens plus exactement. Et ça fait un peu plus de 10 ans. Et du coup, le mandat que j'ai pris à ce moment-là et c'était de développer en fait la Suisse romande, le côté roman. Et puis du coup, donc il y avait tout à faire. Donc c'était ça qui m'intéressait beaucoup, engager des gens, construire l'activité, chercher des locaux, etc. Et on s'était déjà rencontrés, Victoria, il y a Mais oui. 9 ans de ça. Mais oui, je me rappelle très bien. On avait déjeuné, tu m'avais expliqué le Scrum et tu te disais dans ta tête, je suis sûre qu'elle a rien oublié. J'adorais ce moment. Ah, et en Ah, fait, j'ai du coup, adoré mes petits souffrir. Hein. ouais. Et en fait, donc du coup, on avait ces deux bureaux originaux qui étaient là depuis longtemps, donc Fribourg et Zurich, et puis Lausanne est devenu le troisième. Et suite à ça, il y a eu après Saint-Gall, Berne, et puis maintenant Bâle. En fait. Alors, une question très simple mais très très compliquée en même temps. Comment est-ce que tu qualifies LIP? C'est quoi? C'est une agence web? C'est une agence digitale? C'est une agence du X? Ou c'est une agence de quoi? Parce que le terme aujourd'hui, c'est comme les agences de pub. Il n'y a plus personne n'est pub, tout le monde est com. Plus personne n'est web, Ouais. tout le monde est digital. Mais en réalité, c'est quoi? Alors, vous êtes quoi? Moi, souvent, quand j'en parle avec les gens comme ça, je dis qu'on fait du développement d'applications web et d'applications mobiles. Donc en fait, on est des développeurs d'applications à la base, surtout. Même si bien sûr la user experience est centrale dans ces applications-là, que la communication fait aussi partie des projets qu'on délivre, mais disons le focus chez Lip, c'est vraiment surtout le développement. Donc on est très technique, on est très web et très digital à ce niveau-là, et peut-être un peu moins marketing et communication, je dirais. Ouais, mais c'est digital process. Quand on lit votre site, là, ça vient tout de suite comme une promesse. C'est quoi?
Les digital progress, ouais. En fait, nous, notre raison d'être chez LIP, c'est Progress vraiment, ou process? Oui, non, c'est progress, pas process, même si les process Okay. sont aussi utiles et nécessaires, quoi. Non, en fait, digital progress, notre raison d'être, c'est on veut le progrès digital et le progrès humain aussi, parce qu'on pense que le digital doit servir l'humain. Et c'est pour ça que pour nous, c'est notre motto, en fait, Digital Progress. On veut faire progresser l'humain, on veut faire progresser les entreprises, l'économie avec le digital, en fait. Et c'est ça, en fait. Alors, on va arriver à ce process avec la deuxième virgule, parce que là, il faut que tu nous expliques exactement tous ces concepts. Oui, on a besoin de lumière. Ça y est, les mots bizarres sont lâchés. C'est pas des injures, c'est pas des nouveaux noms, des nouveaux mots. Hein. Rappelez-vous, ça fait 9 ans que Jonas essaye de convaincre Victoria. Alors, de quoi s'agit-il effectivement? Alors, démarrons avec le Scrum. Là, avec le Scrum, donc cette manière itérative de travailler, explique-nous ça et aussi explique-nous, est-ce que c'est fait pour tous les clients? Parce que je veux dire, partir sur de l'itératif, ça demande quand même, je dirais, un engagement d'un client. C'est pas juste, je vais voir une agence pour faire un site ou une application et après j'attends que vous le fassiez. C'est vraiment être dedans. Alors explique-nous. En fait, donc Scrum, c'est une méthodologie précise qui fait partie de ce groupe de méthodologies qui s'appelle les méthodes agiles, en fait. Et donc, je pense que toute personne, tout projet peut être fait de façon agile. Et quand on dit être de façon agile, ça veut dire savoir apprendre de ces... en fait, on dit toujours inspecter et adapter. Donc, c'est cette espèce de boucle où on est constamment en train de voir qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que ça fait du sens, on analyse et on réadapte depuis là. Ça, c'est le concept un peu de la gestion de projet ou de l'organisation agile, finalement. Scrum, c'est une de ces méthodes qui est un peu plus cadrée que ça, en fait, qu'on utilise chez nous maintenant. Depuis que j'ai rejoint LIP, on l'a implémenté au moment où je l'ai rejoint, et donc ça fait depuis plus de 10 ans maintenant qu'on fait que du Scrum avec nos clients. Donc c'est quelque chose qu'on vit, ouais, il y a même plus une discussion là autour. C'est juste c'est devenu quelque chose, une habitude en fait. Et c'est vraiment une méthode qui sert à gérer les projets et qui va très bien pour faire la gestion de projet software, mais qui peut aussi se faire dans d'autres domaines que du software. Mais est-ce que tout le monde est prêt à le faire? Voilà, c'était ma question. Voilà, parce que pour revenir à la question de Victoria, est-ce que tout le monde peut s'y mettre? Ouais, alors, après c'est une histoire de volonté, mais il y a peut-être des projets où ça fait pas de sens. Il y a peut-être des micro-projets où on va pas commencer à faire du Scrum alors que c'est quelque chose qui est déjà peut-être défini et qui est relativement où on est relativement sûr. On va simplement le faire. Aussi, quand il y a une limite de temps très courte et puis qu'un budget qui est assez court aussi, en général, on peut très bien faire ça sans appliquer toute la méthodologie Scrum. Scrum est surtout intéressante en fait quand on fait face à une grande complexité, beaucoup d'inconnus. Donc on a beaucoup à apprendre en fait sur le chemin. Et la plupart des projets software qu'on fait, ils sont très interconnectés avec d'autres systèmes. Ils utilisent des technologies qui sont très nouvelles, où forcément on connaît pas tout. Donc on est obligé de pouvoir explorer. Et du coup, Scrum, elle est vraiment très utile pour ça, en fait. Mais est-ce que tous les clients sont faits pour ça? Parce que là, tu parles de projet, mais si on pense à certains types de clients, est-ce que c'est une technique de travail facile à faire adopter à tout type de clients? Non, c'est pas traditionnel. Hein. D'ailleurs, souvent, on a une phase où on forme un peu le client. Alors, ce qui est génial, c'est que maintenant, si j'y pense par rapport à quand on parlait il y a 9 ans en arrière, là, il y avait personne qui savait vraiment ce que c'était. C'était un peu un buzzword, mais personne ne le faisait vraiment correctement. Et d'ailleurs, après, il y a eu un peu de mauvaise presse pendant quelques années. Et là, on est revenu. Et ce qui est super, c'est que maintenant, du côté client, il y a beaucoup de gens formés à Scrum, en fait. Et souvent, les chefs de projet digitaux côté client, ils ont eu une formation Scrum. Donc, ils savent de quoi on parle, ils comprennent.
Et ce qui est super, c'est que nous, quand on fait le projet, on construit toujours une équipe unique avec le client. On n'a pas ce mandat qui nous est donné, et puis après on travaille, et puis on rend le produit fini. Mais on travaille beaucoup sur la constitution d'une équipe qui est mixte, en fait, des gens du client et de l'IPER. Et puis on avance ensemble. Et c'est vraiment une équipe Scrum. Et d'avoir des gens formés du côté client, ça, pour nous, c'est du pain béni. Parce que c'est le client qui a toujours la vision du produit, qui sait quelles sont les priorités, c'est lui, c'est pas nous. Nous, on peut lui donner des conseils, et donc c'est pour ça que c'est important que lui soit aussi onboardé dans l'équipe et puisse avoir ce rôle de product owner, on appelle ça, de celui qui possède le produit. Alors, l'autre buzzword aujourd'hui, c'est holacracy. Alors là, on a vu la gestion de projet de manière agile. L'holacracy, c'est plutôt sur l'organisation même de l'entreprise, cette horizontalité, cette nouvelle façon, je dirais, de concevoir l'entreprise, de concevoir la place de chaque individu dans l'entreprise, de lui définir, de lui faire travailler plutôt par objectif plutôt que par hiérarchie. Alors là, comment est-ce que vous entrez dans les entreprises parce que je veux dire, c'est quand même assez violent comme changement. Comment est-ce qu'on y arrive? Il faut être, ça passe par le CEO. Comment vous arrivez à éduquer une entreprise pour changer de modèle? Parce que vraiment, là, on passe d'une verticalité à une horizontalité. Oui. Alors bon, déjà, j'aime bien faire, pour juste introduire holacracy, j'aime bien faire un peu la comparaison avec Scrum. Vu que je l'ai expliqué juste avant, j'ai dit que Scrum faisait partie de la famille des méthodes agiles de gestion de projet. Et ben après, ça c'est pour la gestion de projet. Maintenant, pour la gestion des organisations, si on veut une organisation agile, il y a aussi des méthodes. Et holacracy, c'en est une, mais il y en a aussi d'autres. C'est celle qu'on a choisie chez LIP, parce que c'est celle qui nous correspondait le mieux, et celle qui a qui est le plus avancé, je dirais, dans ce sujet-là. Donc en fait, c'est un peu la même idée. On applique, parce qu'en fait, nous, en fait, par le passé, on a essayé d'utiliser Scrum, qu'on maîtrisait super bien, mais pour gérer l'entreprise. Et le truc, c'est qu'on était toujours en train de modifier Scrum, de le tordre à gauche, à droite, pour que ça fonctionne pour de l'administration, pour la gestion de processus internes, pour la gestion d'un bureau, ce genre de choses-là. Et du coup, c'était quelque chose qu'on devait construire nous-mêmes. Et tout d'un coup, voilà, on a fait ce pas, on est passé sur holacracy, où là, c'est vraiment une méthode qui est appliquée à la gestion. D'ailleurs, on dit c'est un operating system, un système d'exploitation pour entreprise. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, effectivement, depuis 3 ans, on aide des entreprises à faire le pas. Parce qu'on l'a vécu personnellement. J'étais parti de l'ancienne direction de LIP, et puis j'ai passé ce chemin d'aller vers une organisation plutôt pyramidale traditionnelle, même si elle n'était pas très forte et très directive, vers quelque chose d'autogéré. Et on aide certains clients qui nous font la demande pour aller vers ça. Et là, c'est un long chemin, hein. Il n'y a pas un moment où on se dit, tiens, demain, on active l'holacracy et puis on fonctionne en holacracy. Est-ce que c'est pas une utopie? Est-ce que c'est pas une utopie, Jonas? Parce que on a toujours rêvé de réinventer l'entreprise, mais est-ce qu'on peut réinventer? Qu'on peut appliquer ça comme ça. C'est un chemin vers l'entreprise agile. Et holacracy n'est qu'un outil qui nous aide à avancer sur ce chemin-là. Et nous, d'ailleurs, on applique holacracy parce que ça nous convient extrêmement bien maintenant. Mais on est tout à fait ouvert, on n'est pas du tout dogmatique par rapport à ça. On est tout à fait ouvert à changer. Et peut-être que dans 3-4 ans, on va trouver une méthode qui nous convient mieux et on passera à l'étape suivante. Alors, maintenant, il y a dans holacracy, il y a des principes qui sont très différents. Déjà, on a quelque chose qui est important, qui est le changement entre comment est-ce que je définis mon travail. Si je suis dans une organisation, en général, j'ai une fonction pour une personne. Et c'est très difficile de faire autre chose que ce qu'on est censé faire dans sa fonction, dans une organisation traditionnelle. Si, Victoria, tu te fais engager comme journaliste ou responsable communication d'une entreprise, si tout d'un coup tu te dis, moi je suis assez calé en interview, je veux faire des RH, etc., c'est probablement impossible de le faire. Et on va pas te proposer. Je suis sûr, ni l'un ni l'autre. Avec holacracy, je suis trop disruptive. Ouais. Non, avec holacracy, on a cette différence entre, d'un côté, on a les rôles qui représentent ce qui est nécessaire pour que l'organisation fonctionne.
Et d'un autre côté, ben, on a les gens qu'on a engagés qui sont là. Et l'idée, alors on gère ça séparément déjà. On définit quels sont les rôles qui sont nécessaires. Et ça, c'est très logique en fait. Les gens apprécient beaucoup cette étape-là où on se dit, ben tiens, maintenant on arrête de penser qui fait quoi. On réfléchit quels sont les rôles nécessaires pour que l'entreprise fonctionne bien. Et dans un autre processus séparé, après on va regarder quelles sont les meilleures personnes pour prendre ces rôles. Et une personne peut prendre plusieurs rôles potentiellement. Et un rôle peut être rempli par plusieurs personnes. Parce que tu sors du cahier des charges et tu vois les compétences des gens qui doivent travailler sur des projets et différents projets ou sur différents projets ou sur un projet et après changer. Donc c'est comme s'ils devenaient indépendants dans une structure qui, elle, tend à définir son rôle. C'est comme mettre des ronds dans des carrés, c'est compliqué, hein, ou des carrés dans des ronds. Mais en même temps, il y a énormément d'implicite qui se fait dans les organisations aujourd'hui. Parler avec n'importe qui, il y a plein de monde qui fait des choses implicitement, qui ne sont pas dans leur cahier des charges, mais parce que soit il faut bien que quelqu'un le fasse, soit parce que parce qu'en fait j'aime bien le faire, donc je le fais quand même. Et Holacracy, en fait, elle demande pas de complètement changer l'existant. On continue à travailler comme on est, mais on va rendre visible ce qui se fait vraiment. Et du coup, cet organigramme, il n'est pas là pour piloter, pour définir une nouvelle structure idéale, il est là pour représenter ce qui se passe dans l'organisation. Et du coup, il y a ces éléments, rôles et des différents processus aussi qu'on a dedans, et ils font que ce soit très agile en fait. Du coup, les gens peuvent changer de rôle facilement. Par exemple, on a plein d'exemples chez nous. Il y a des gens, par exemple, on a une designer UX qui fait ça la majorité de son temps, mais elle fait aussi des entretiens annuels d'une partie de ses collègues. Et ça, ce serait probablement impossible dans une autre organisation, à moins qu'elle soit chef d'une équipe et puis qu'elle le fasse. Et de mon côté, par exemple, je sais, quand on était à Lausanne, avant qu'on était encore pas sur Holacracy, ça me prenait presque 3 semaines à faire les entretiens annuels, parce qu'on avait 30 personnes. Et là, ben, j'en fais plus. Parce que j'ai lâché ce rôle-là, et puis on a un système qui a un peu évolué. Donc voilà, c'est complexe, hein, c'est complexe. Mais tu as des exemples d'entreprises qui ont vraiment passé à ce mode-là, où finalement on peut aussi vivre avec un mode intermédiaire, où tu fais un peu de Holacracy sur des projets un peu, je dirais, ou nouveaux ou externes, et puis tu continues quand même à vivre sur un modèle encore hiérarchique. C'est faisable, ça, ou? Oui, alors il y a beaucoup de grosses entreprises suisses qui font des tests avec Holacracy. Donc on a il y a Swisscom qui a une partie de ses équipes qui fonctionnent en Holacracy. Il y a les CFF qui ont aussi quelques équipes. Et alors c'est toujours en mode pilote en fait. Ouais, il y a la Poste aussi. Les CFF, pas pour les contrôleurs, j'espère. Hein. Non, mais vous savez, en fait, il y a souvent j'aimerais aussi éteindre un peu ce préjugé qu'on a souvent sur les entreprises libérées ou holacratiques, c'est que chacun fait ce qu'il veut et puis choisit son travail et puis il fait ce qu'il a envie, quoi. En fait, c'est pas ça. C'est hyper, c'est très cadré en fait. Tout est très défini. On rend tout très explicite et du coup, on a moins besoin de management. On veut en fait on veut ne plus avoir besoin de management parce que les aspects techniques du management peuvent être absorbés par des processus, par ce système. Par contre, on a toujours besoin de leaders et on a même probablement besoin de plus de leaders qu'avant, puisque dès le moment où vous travaillez dans vos rôles, ben, vous avez plus de responsabilités qu'avant, donc on attend aussi que vous preniez du leadership et que toute l'entreprise progresse grâce à ça. Mais c'est pas du tout, je fais comme je veux, machin, et puis j'ai. Non, ça j'imagine bien. Non, on n'est pas en train de dire ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Ouais. Non, mais je sais que c'est complexe, et mais disons, ça remet plutôt le rôle de chacun. Chacun perçoit sa manière de travailler de manière indépendante, enfin différente, parce que tu es beaucoup plus un acteur de ton propre travail plutôt que d'être un sujet d'une ligne où tu vas devoir juste faire ton travail. Et souvent, on voit que dans ces grandes entreprises, les gens disent toujours, mais c'est pas dans mon cahier des charges, ou c'est dans mon cahier des charges, c'est à moi de le faire.
Donc là, ce genre de réaction n'a plus lieu d'être dans une logique holacratique. Mais bon, mais en tout cas, ça va être très intéressant de voir si cette agilité prendra, quoi. Ben, on va passer à la dernière. Il y a plusieurs entreprises qui s'intéressent, ouais, je sais, mais de là à mais en Suisse romande, il y en a plusieurs qui sont sur le chemin quand même. Et je me réjouis de voir dans les années qui viennent si ça va continuer. Ouais. Mais pour l'instant, je suis plutôt positif. On va revenir sur l'actualité de LIP. C'est parti. Oui, parce qu'il faudrait quand même pas oublier le thème de cet épisode. Hein. LIP s'agrandit, s'étend, ouvre de nouveaux bureaux et on aimerait en savoir plus, hein, Victoria. Mais oui, pourquoi Bâle? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ah ben voilà, non mais Bâle, en fait c'est bon, nous on s'adresse vraiment à tout le marché suisse, donc on est déjà en 5 différents endroits le long de la ligne de chemin de fer principale. Et ben voilà, on n'était pas trop du côté nord vers Bâle et on n'est pas non plus encore à Lugano. Ça viendra peut-être dans le futur, je sais pas. Mais en tout cas, bon, Bâle, ça reste un centre qui est hyper important, quoi. On a quand même plusieurs clients qui viennent de là-bas. Il y a des grosses entreprises qui, j'ai l'impression, historiquement, avaient tendance à commander plus de services à l'étranger. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un retour qui était plus local ces dernières années. Donc, je pense qu'on a aussi on a une place à tenir là-bas. Puis après, Bâle, c'est aussi une capitale culturelle, quoi, quand même pour la Suisse. Et là où digital et culture se rencontrent, il y a souvent de l'innovation. Et du coup, c'est intéressant pour nous d'être là-bas avec un nouveau bureau. Non, mais je trouve intéressant dans votre discours sur Bâle, c'est que vous mettez en avant la culture, ce qui est vrai, mais vous mettez pas en avant le pharma, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises où est-ce à dire que ce marché-là, il est d'office sur des entreprises qui sont pas suisses? Non, je dirais pas. En fait, on a des projets aussi dans la pharma. Pour nous, c'est pas forcément le marché cible pour Bâle. C'est simplement que c'est un lieu où il y a de l'activité économique intéressante pour nous. Et puis là, il y a une opportunité qui est arrivée. On a pu facilement monter une équipe sur place et trouver des locaux très vite. Donc on l'a saisi. Ça faisait un moment qu'on regardait sur Bâle quand même. On se posait la question. On pensait que c'était le prochain bureau. Donc pour nous, c'est juste une suite logique. Hein. On a, comme entreprise agile, on est toujours très ouvert. On est dans notre raison d'être, que je vous expliquais avant. Mais on n'a pas ce plan stratégique où absolument on sait que dans 2 ans on va ouvrir absolument ce bureau là-bas. Ça fonctionne un peu parce que c'est le bon moment. Parce qu'on a des gens sur place qui sont de là-bas du lieu, qui connaissent le marché, parce qu'on a un local qui est super, qui est en plein centre-ville, et parce qu'on a déjà des clients. Donc du coup, tout semble concorder pour que ce soit le bon moment. On s'acharne pas à absolument vouloir aller dans un marché où on n'est peut-être pas forcément déjà présent ou avec des gens locaux. Mais là, c'était le cas. Est-ce que tu constates un retour à du local? Là, tu parlais de Bâle avec la proximité avec l'Allemagne, hein, j'imagine, ou la France, oui. Hein, puisqu'il y a l'Alsace pas loin. Est-ce que tu constates dans le marché du développement un retour à des valeurs un peu plus proches, un peu plus locales, à faire appel à des sociétés nationales au lieu de franchir la frontière? Ouais, moi je remarque ça, et surtout par rapport à, je dirais, à plus de l'offshoring que du nearshoring. Il y a un net retour des projets de développement qui partaient en Inde, en Vietnam ou ailleurs, qui aujourd'hui sont plus proches de la Suisse. Mais je dirais, enfin, parce que moi sur les 10 dernières années, j'ai remarqué il y a eu des phases. Hein, il y a eu, je dirais peut-être en 2013-14, il y a vraiment eu une grosse c'était la mode, quoi, de faire en Inde et puis d'avoir les chefs de projet qui étaient en Suisse. Et puis là, on en est revenu, vraiment, clairement. D'ailleurs, nous, on a pu continuer à grandir. On n'a presque jamais eu de trou. On s'est dit, tiens, on n'a pas assez de boulot, tout le monde part à l'étranger. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on sait reconnaître la qualité de la relation locale.
même si depuis quelques mois on fait pas mal de virtuels. Hein. C'est quand même un état d'esprit qui est proche de l'état d'esprit des gens. C'était aussi parce que il manquait des développeurs à un certain moment sur le marché. Ça a aussi poussé beaucoup d'agences parce qu'on n'arrivait plus. Après, voilà, je pense qu'il y a il y a plus ce trou de l'offre de développeurs. Ça c'est vrai. Il y a aussi ce problème-là. Bon, on en manque toujours aujourd'hui. Avec des équipes. mais peut-être que c'est moins marqué qu'à l'époque, c'est possible. Ouais. Une autre question, Jonas, qui moi m'intrigue toujours, comment ça se fait que LEAP a réussi à être vraiment national? Parce que en Suisse romande, on vous voit comme une agence romande, en Suisse alémanique, on vous voit comme une agence alémanique, ce qui est rarissime. Aucune agence dans aucun des secteurs, que ce soit com, web, digital, à part vous, n'a réussi ce miracle. Vous avez fait ça comment? Mais alors, je crois qu'il y a deux choses. Une chose, c'est les gens qui ont porté ces projets. C'est des gens locaux, en fait. Enfin, je donne mon exemple pour la Romandie. Je suis roman, fribourgeois, bien sûr. Donc, je suis un peu presque entre les deux. Mais j'ai vécu à Lausanne longtemps. Donc, Lausanne, c'est un peu comme ma deuxième maison. Et pour les autres lieux, ça s'est aussi fait comme ça. Par exemple, à Saint-Gall, c'est des Saint-Gallois qui travaillaient à Zurich qui ont monté ce bureau. Et du coup, notre organisation, en fait, qui est très distribuée comme ça, elle laisse cette liberté. Donc on n'est pas limité dans une structure où c'est LEAP et puis LEAP c'est comme ça et puis tout doit être validé et tout doit suivre la ligne absolument. On aura une autre on a toujours cette culture LEAP qui nous correspond à tous, mais après il y aura un autre état d'esprit à Lausanne qu'à Zurich. Parce qu'en fait, les Lausannois ont pu développer leur propre façon de voir la chose à l'intérieur de cet écosystème LEAP. Et je crois qu'en fait, cette facilité à le faire de façon distribuée, c'est ça qui fait que ça a marché, en fait. Ouais, mais plutôt que de le faire de manière directive. Les agences qui ont mis un pied à Zurich, elles ont aussi ouvert des petites succursales avec des gens locaux. Mais je sais pas pourquoi ça n'a jamais pris. Pourquoi vous parce que les développeurs, je veux dire, vos compétences, après tu fais appel à des développeurs dans tout le réseau LEAP, quoi, où qu'ils soient. Donc ça veut dire un projet. Non, mais la plupart. Donc il y a ce côté d'équipe qui est hyper fort sur LEAP aussi. Hein. Donc quand on est chez LEAP, on fait l'équipe principale. Et la majorité des projets se fait dans cette équipe. Et ces équipes sont locales pour la majorité. Hein. Il y en a une ou deux qui sont un peu distribuées sur deux bureaux. Mais par exemple, à Lausanne, on a 4 équipes. Je crois 4 ou 5, je sais plus. Mais, qui sont, où c'est vraiment ces équipes, c'est toujours les mêmes personnes qui travaillent ensemble. Du coup, elles construisent une espèce de mini-entreprise entre eux. Et c'est comme, il y a cet esprit de start-up au sein d'une équipe, finalement. D'ailleurs, ces équipes, elles sont constituées de tous les rôles nécessaires pour traiter un client de A à Z. Donc autant le vendeur que le product owner, les designers, les développeurs, etc. Et du coup, il y a cette identité très forte aux équipes locales. Et du coup, voilà, on construit sa petite entreprise à soi, même si on fait partie de LEAP. Et il y a cette culture qui reste forte au sein des équipes et au sein des bureaux. Et je pense, et ça reste très local. C'est pas à Lausanne, c'est pas un. Bon, là, on n'a plus de chef, mais je veux dire, même à l'époque, c'était pas un chef suisse-allemand qui engageait des romans, quoi. Et les autres agences qui ont essayé, c'est souvent ça. C'est souvent, on prend un Zurichois, on le met qui parle bien français, on le met à Genève, et puis on lui dit, vas-y. Et après, ça fonctionne pas vraiment, parce qu'en fait, culturellement, c'est aussi différent, hein. Je crois que les Saint-Gall aussi, peut-être qu'il y aura des Alsaciens à bord de LEAP Bâle, voilà, on ne sait pas, on verra. Très certainement. Il est temps pour nous. Bah oui, c'est une belle culture, hein. C'est aussi une très très bonne nourriture, hein, la nourriture alsacienne. J'en parle en anglais sans cause. Allez, il est temps de la 4e rubrique de ce Comin Mag Live, numéro 79. Ah, oui, on n'allait pas. Ouais, voilà, on n'allait pas t'épargner avec la question à la C. Hein, C comme tu veux. Hein, tu mets le mot que tu veux derrière. Puis nous, on est venu avec une question pour titiller LEAP. Alors, combien de cubes allez-vous remporter à cette prochaine édition du Meilleur du Web? Mais j'espère des millions. Non, mais on va voir. J'attends le 25 novembre, je crois, hein, pour les résultats. Et cette année, on a fourni qu'un projet d'ailleurs.
On s'est dit... Attends, on ouvre demain. Demain, le premier octobre, mais c'est tout. Et du coup, on a décidé, en tout cas, d'en mettre un. Peut-être qu'il y en aura un deuxième qui viendra au dernier moment, mais on a décidé d'en mettre un et de mettre toutes les chances sur ce projet-là. On verra ce que ça va nous donner. D'accord. Non, parce qu'il y a des années, vous en avez gagné 4. Hein. Ouais, une année, c'était 4. Oh là là, c'était terrible. L'année suivante, c'est toujours difficile parce qu'après, tu te dis, comment on fait pour arriver de nouveau à 4, même plus, et puis on n'arrive pas toujours, malheureusement. La barre était fixée très haute. Ouais. Ok, alors on prend note, un projet, un cube au minimum pour LEAP. Ouais, mais attends, dans plein de catégories, donc c'est ça qui vise. Mais je veux pas pousser. Je veux pas pousser à la consommation. Là, mais ils sont malins. Il nous parle d'un seul projet, alors peut-être qu'il est en train de nous enduire d'erreurs. On verra, vous verrez bien. On rappelle, si jamais, effectivement, comme l'a dit Victoria, que le meilleur du web, ça ouvre demain jeudi. Ça y est, vous pouvez déposer vos projets, puisqu'effectivement... la 10e édition du meilleur du web aura bien lieu. Tu te rends compte, Jonas? 10 ans. Génial. 10 fou. Ans déjà. C'est fou. C'est fou. On rappelle la première. Ouais. C'est dingue, quoi. Ça nous rajeunit pas. Ouais. Merci beaucoup, Jonas, pour cet échange. Et puis, j'espère que ça donnera envie à un maximum de personnes de se mettre à tous ces termes bizarres, mais surtout à réinventer le travail, réinventer la gestion de projet. En tout cas, bravo à vous, bravo à LEAP de cette belle progression et puis de cette ouverture du nouveau bureau bâlois. Donc, plein succès pour la suite. Et puis, on va te dire à très bientôt au mois de novembre pour la 10e édition du meilleur du web. Voilà. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci. À très Salut bientôt. Jonas. Ciao. Voilà, Victoria, on arrive au terme de cette émission, la 79e. Waouh, ça va à une vitesse. Demain on reçoit, on peut déjà annoncer l'invité, c'est top. On va parler d'ailleurs d'un autre registre. Demain, c'est jeudi, et jeudi, c'est média, et donc on recevra le rédacteur en chef de la GFI pour les 70 ans de la GFI qui ont été célébrés cette semaine. Donc, on est en plein dans l'actu. Voilà. Voilà, donc rendez-vous demain à 12h30 pour le 80e ou le 80e numéro des Commune Mag Live. Vous avez le droit de partager, de liker, de mettre des pouces en l'air, de mettre des étoiles, des commentaires. Vous avez surtout le droit et le devoir de vous abonner, puisqu'effectivement cet épisode, comme tous les autres, sont proposés en podcast audio si vous n'avez pas le temps de regarder l'image qui allait avec. Allez, on se voit demain 12h30. Portez-vous bien. Allez, demain. Au revoir.